Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver à nouveau. Place maintenant au décryptage. Donc, après le débat du dimanche, nous sommes avec notre consultant politique, Agapit Napoléon Maforican. Bonjour. Bonjour Romuald, bonjour à tous les téléspectateurs. Voilà, vous êtes expert en gouvernance, consultant médias et communication, administrateur électoral, il faut le dire, puisque depuis quelque temps, nous parlons donc Beaucoup de de ces questions questions voilà, liées aux électorales. élections, oui. Voilà, la Cour constitutionnelle a délivré, ou du moins a rendu sa décision en ce qui concerne ce recours de Nouroudine Saka Saleh en ce qui concerne cet article, l'article 242. La Cour se déclare compétente à interpréter. La Cour déclare irrecevable, bien évidemment, la requête de Nouroudine Saka Saleh, ce recours en inconstitutionnalité par rapport au code électoral. Et donc, cette décision, euh, avant de pouvoir parler de la lecture que vous en faites, concrètement, le débat du dimanche, vous l'avez suivi avec beaucoup d'intérêt. Et quelles sont vos observations? Bien, en fait, c'est un débat qui, on peut dire, le format a été un débat sérieux. On peut le dire, les acteurs ont chacun pu parler, défendre leurs idées, et ça, c'est franchement à leur actif. Il n'y a pas eu d'entorse au droit de l'autre. Et ils se sont beaucoup écoutés. Et ça, si dans le pays, on pourrait s'écouter. Ainsi, je pense qu'on avancerait énormément. La question maintenant est de savoir, est-ce que quelque chose a bougé dans leur tête, notamment dans la tête de Laurent Delors-Faton, qui quand même s'est mis dans une posture d'enfermement par rapport à ce qui se passe. Il a parlé de beaucoup de choses, mais en parlant de leur cours, la cour Djogbenou, il fut un temps où je trouvais à mal qu'on parle de cour Robert Dossou, cour l'autre, non. Pour moi, la cour constitutionnelle, c'est la cour constitutionnelle. Quand on parle de leur dossier, qu'on n'a jamais donné, leur ministre de l'Intérieur, M. Sakalafia, je pense qu'il y a de ces genres d'options que nous ne devons pas utiliser. On est dans une république avec ce qu'il y a d'institutions. Et il n'y a que des hommes pour incarner les institutions, que des hommes pour assurer les rôles. Donc, à partir du moment où nous sommes d'accord sur les règles, il n'y a pas de raison. On ne peut pas me dire qu'on n'est pas d'accord et que on contre la loi. Et au même moment, on se met à jouer. On ne peut pas ne pas être d'accord pour un jeu et rentrer dans le jeu. Ça veut dire qu'on est le fait de dire l'arbitre est de mauvaise foi, je ne crois pas en lui, et même au même moment on joue. Si on gagne, on va dire oui, mais c'est de l'autre qui j'ai gagné. Si on perd, on va dire que c'est l'arbitre qui m'a fait perdre. C'est pas bon, c'est pas bien, c'est pas sain, c'est pas normal. Voilà, j'ai pas envie trop d'en découdre, de donner l'impression d'acculer Oui. Laurent Delors parce que bon, je pense qu'il a été d'abord courageux d'être là, de défendre sa position, mais je pense que la position d'aujourd'hui, la posture aujourd'hui de FCBE n'est pas du tout une posture normale. Je pense que c'est une posture de jusqu'au boutiste, hein, qui n'avance pas la marche de la démocratie. Et quand je le dis, les personnages qui incarnent cette posture aujourd'hui doivent bien se mirer parce qu'il n'y a pas si longtemps, elle défendait autre chose. Et alors, est-ce que nos positions par rapport à l'appareil d'État définit la logique selon nous? C'est là la question. Et quel respect a-t-on des institutions de la République, des lois de la République, lorsque le leader charismatique de la FCBE, le président Yahi, force doit rester à la loi? Elle l'a répété plusieurs fois pendant qu'il était aux actions. Alors force aujourd'hui, force ne doit plus rester à la loi. Voilà la question que je me pose. La loi, c'est la loi. Durant l'essai de l'Est, elle est dure, mais c'est la loi. Il n'y a que des hommes pour faire la loi. La loi n'est que la vision d'un groupe. C'est là que le principe de la démocratie. Quand on parle de la loi de la majorité, et là, c'est là. Les autres démocraties populaires n'utilisent pas cette posture. La démocratie populaire utilise une sorte d'unanimisme à partir d'un parti d'avant-garde qui a une lecture des choses et qui parle à une société représentative de la miniature sociétale. Donc, du coup, on ne va pas à cette règle de majorité-minorité. Oui, on l'utilise, mais à des niveaux différents. Mais quand on fait option d'une démocratie libérale et on s'en prend à une majorité mécanique, il y a un problème. Ça veut dire qu'on ne sait pas ce qu'on fait. On fait du Jourdain, de Molière. Non. Donc, c'est une posture de déni de responsabilité. Parce que, pour moi, est-ce qu'on est d'accord pour les principes de la démocratie libérale? Si on est d'accord, c'est que dans la démocratie libérale, les pouvoirs sont séparés, le pouvoir est dévolu par élection, il y a la séparation des pouvoirs, le Parlement vote,
Le principe général, c'est la majorité. C'est la loi de la majorité. Le gouvernement gouverne, le Parlement légifère et contrôle l'action du gouvernement, et puis le judiciaire juge. Si on est d'accord sur ce principe, est-ce que les organes qui sont en place le sont hors de ces règles? Est-ce que les hommes qui incarnent quittent, enfreignent les... C'est le même mécanisme. Après, lorsque vous gagnez les élections législatives, lorsque vous êtes au gouvernement, et un groupe de députés soutient votre action, tous les parlements du monde entier en démocratie libérale recherchent la majorité. Tous les parlements en régime de démocratie libérale recherchent une majorité. Donc, que vous ayez une majorité qui vote des lois sur la base des règles définies en respectant la procédure, où est le mal? Quand je les entends parler, je dis c'est grave, c'est dangereux. Donc, il faudrait déjà qu'un beau jour, qu'on puisse peut-être unir cette classe pour dire, mais quelles sont les règles du jeu? Est-ce que la démocratie, est-ce que la démocratie, selon nous, c'est quand nous-mêmes nous sommes au pouvoir et nous déroulons notre manière de vivre? C'est ça les règles, où la démocratie, c'est un ensemble de mécanismes permettant au pouvoir qui permettent la dévolution du pouvoir par des élections, selon un certain nombre de principes fixés par la loi sur la base des prédispositions de la Constitution, des institutions, leur séparation et des organes en place, des hommes qui les incarnent. Est-ce qu'on est en dehors de ça? Est-ce que la Cour constitutionnelle a été normée? Elle a été nommée hors des règles? Est-ce que le Parlement est en place abusivement? Et ainsi de suite, allons-y. Voilà, donc... Mais est-ce qu'on n'a pas habitué un peu le peuple à une opposition qui dénonce, à une opposition qui fait des récriminations? Apparemment, nous aimons au Bénin, ou je ne sais pas, en Afrique, l'opposition qui se plaint de tout. Hélas, les populations adorent, une certaine frange de la population, surtout l'élite, adore ça. On adore, le principe, c'est que celui qui est au pouvoir a tort. C'est ça le principe. C'est celui qui est au pouvoir a tort. Le chef a tort. Et c'est dans nos administrations. C'est ça, vous êtes dans une administration, vous sanctionnez un collaborateur, naturellement, c'est vous qui avez tort. Beaucoup ne veulent même pas savoir si c'est ce que le collaborateur a fait. On va vous parler de sa famille, on va vous parler de ses parents. On ne veut même pas savoir s'il a respecté les règles. Est-ce que vous l'avez averti? Est-ce qu'il est rentré dans les rangs? Non, c'est vous qui avez tort. C'est la même chose dans le pouvoir d'État. Le gouvernement a tort, le maire a tort. Parce que l'administré, lui, il peut ne pas mettre son véhicule à jour, on peut ne pas payer ses impôts. Quand on vous demande un critique fiscal, c'est qu'on est allé contre la démocratie. Quand on applique les lois, c'est qu'on est allé contre la démocratie. Parce que vous décidez de ne pas changer. Vous décidez de garder votre posture. Mais on dit non, c'est l'autre qui a tort. C'est ça c'est-à-dire qu'il y a cette manie, cette lecture de la démocratie qui n'a rien de démocratique, ni en démocratie libérale, ni en démocratie populaire. C'est de l'anarchie pure et simple. Donc, c'est une manière égocentrique de concevoir le pouvoir qui est une sorte d'accaparement personnel des velléités, donc de gouvernance, d'accaparement personnel des principes de gouvernance. Donc, c'est une velléité anarchiste, égocentrique qui frise l'anarchie. Je pense que les oppositions de nos États doivent apprendre à aller se mouiller sur le terrain. Les forces, depuis qu'on a quand même pas agité cette affaire de quitus fiscal d'abord, remontons même au projet de loi sur le code électoral. On a passé le temps à attaquer le quitus fiscal, donc d'abord les cautions. Oui. On a attaqué la caution, on a attaqué le quitus fiscal, on a attaqué un certain nombre de principes. Au lieu de lire le texte et de mieux le comprendre, de recourir aux techniciens, aux consultants, aux juristes avisés, aux politologues, aux légisticiens, ceux qui sont spécialistes de la lecture, de l'écriture des lois. C'est cela. Un parti doit pouvoir être en mesure d'utiliser ces techniciens-là. Mais tout le monde s'improvise pas. Et les commentateurs ou bien rédacteurs d'articles, commentateurs d'articles de loi, c'est pas évident. Tout le monde ne peut pas prescrire une ordonnance en médecine. Tout le monde ne peut pas concevoir et exploiter un programme, un logiciel informatique. C'est la même chose. Tout le monde ne peut pas piloter un avion. C'est la même chose. Le droit ne se dit pas par tout le monde. Alors, les Béninois, parce que comme ils peuvent bavarder, tout le monde peut bavarder. Donc, en bavardant, on interprète. Oui. Non.
C'est là le drame de l'affaire. Est-ce que les récriminations constituent une forme de stratégie politique? Mais c'est ça que je vous dis. Au lieu de... Les gens ont commencé d'abord par attaquer, au lieu de lire. Ensuite, dès que la loi est votée, on s'attaque. Ils ont continué un peu sur le quitus fiscal, et sur la caution. Oui. Après, ils embrassent sur le quitus fiscal. Lorsqu'on a convoqué le corps électoral, on attaque sur les délais. Alors que les mêmes auraient attaqué le gouvernement si le corps électoral n'avait pas été convoqué à temps. Alors, le gouvernement a taclé, arraché les lèvres des pieds. Rapidement, on attaque les délais. On dit, ensuite, on attaque. Le certificat de mise en conformité. On passe maintenant au 242. Et 242. Mais quel est le problème de 242? Et justement, parlons-en. Le 242, à quel problème? Avec la récente décision de la Cour constitutionnelle. Avant la décision, j'avais dit ici que la décision ne va pas apporter grand-chose. La Cour ne peut pas. Il y a déjà l'autorité de la chose jugée frappe dans cette affaire. On l'a dit il y a une semaine ici. Et qu'il n'y a pas d'élément nouveau, particulier, qui puisse fonder que la Cour constitutionnelle revienne sur l'autorité de la chose jugée. Nouroudine Sakassa, il le sait beaucoup mieux. Il est un juriste intéressant et appliqué, je veux dire. Là, je veux une fois lire dans sa pensée, c'était une option, c'était une posture politique en saisissant la Cour. Parce que je suis convaincu que Nouroudine Sakassa est un juriste appliqué et qui force respect et admiration par ailleurs. Donc, il sait que normalement, la Cour ne peut pas déclarer cet article-là contraire à la Constitution, parce que l'article est conforme à la Constitution, parce que la Cour a décidé en octobre que tous les articles du Code électoral, dont le 242, étaient contraires. Et une autre saisine, je l'ai dit, je pense en fin octobre, la Cour, c'est sur le 224, je l'ai dit il y a une semaine. Oui, l'article 224. Donc, la Cour était déjà revenue pour évoquer sa décision du 2 octobre en disant que c'était frappé d'autorité de la chose jugée. Donc, à partir de ce moment-là, on doit comprendre ces choses, c'est connu. Maintenant, quand tu as la possibilité de la Cour d'interpréter ou non l'article 242, il n'y a pas de raison que la Cour n'interprète pas en la matière. Pas parce que la Cour soit compétente pour interpréter des articles de droit, de loi. Oui. Sa fonction première n'est pas celle-là. Par contre, dans le cas d'espèce, et la décision l'a précisé, la Cour étant l'organe qui proclame les résultats. Ça veut dire que là, on n'est plus dans le contrôle de constitutionnalité. On est dans la proclamation, on est dans le processus d'organisation des élections. Et la Constitution fait de la Cour l'organe, l'institution qui proclame les résultats de l'élection présidentielle et des élections législatives. Dans le cas d'espèce, on n'est pas en contrôle de constitutionnalité. On est face à un juge qui proclame les résultats. Ça, c'est comme la loi, notre loi fondamentale a voulu que les résultats de l'élection présidentielle et des élections législatives soient proclamés par le juge constitutionnel. L'une de ses prérogatives dans l'intervention. Donc, la loi lui a promis, la Constitution et la loi organique lui ont donné cette double fonction, qui par ailleurs paraît un peu redondant, à la limite opposée, et ne permet pas peut-être un recul par rapport au contentieux, on l'a dit dans d'autres conditions. Mais c'est la Constitution qui l'a fait, la loi organique, et on traite ça depuis 29 ans. On ne sait pas aujourd'hui que pour le changer, il faut aller à la révision de la Constitution. Donc, la Cour proclame ses résultats. Mais sur quelle base? C'est la base donc du code du code électoral. Et donc, de l'article 242 qui parle notamment de la répartition des sièges. Alors donc, comment elle va, en tant qu'institution, comment elle va appliquer une loi sans l'avoir compris? Alors donc, pour la comprendre, il faut bien qu'elle donne sa lecture de la compréhension. Donc, que l'article soit clair, flou, redondant, ou je ne sais pas quoi, le juge qui doit l'appliquer est obligé d'en donner sa lecture. C'est ça que la décision de la Cour constitutionnelle a dit. L'autre aspect que je voudrais bien qu'on aborde, parce que ça pourrait aider beaucoup d'autres téléspectateurs, c'est qu'avec cette décision de la Cour, est-ce que le citoyen a la possibilité maintenant de saisir la Cour pour lui dire « interprétez-nous alors cet article ». En principe, non. En principe, non, parce que l'article a une fonction, c'est au niveau de la répartition. Donc, c'est à ce niveau-là que même la Cour elle-même doit dire son interprétation. En principe, elle ne va même pas sortir une décision. Normalement, elle ne va même pas sortir une décision pour dire voilà mon interprétation. Elle répartit sur la base
de sa compréhension et de la compréhension que tout le monde a dû avoir de ce texte quand même suffisamment clair, à mon avis, je continue de le dire. Hein, il est suffisamment clair. Et, monsieur, tout à l'heure, Patrice Mouyeva, voilà, tout à l'heure dans le débat, monsieur Mouyeva l'a expliqué, c'est exactement ça. La direction, c'est en deux alinéas pratiquement. Le premier a rappelé ce que nous faisions avant. Le deuxième a dit ce qui est aujourd'hui, donc le critère de représentativité, mais n'a pas voulu qu'il y ait monopole d'un parti au Parlement, donc a élargi en mettant la barre à 4, en disant on n'aura pas un Parlement d'un parti, de deux partis, de trois partis, parce qu'on a mis les 10%. C'était pour couper court aux polémiques. C'est bizarre que ça donne des problèmes parce que le critère aurait pu s'arrêter aux 10%, mais le législateur a voulu ouvrir en disant pas de monopole d'un parti, pas de monopole de deux partis, pas de monopole de trois partis. Nous, on amène à 4 partis. Mais encore, faudrait qu'il y ait 4 partants. Si vous avez 2 listes en compétition, on ne peut pas aller créer 4 listes. Donc, c'est simple. Que chacun se ravise, s'asseye, prenne son stylo et lise l'article, il va comprendre. Tous ceux qui disent que l'article n'est pas compréhensible, c'est ceux qui ne l'ont pas lu. Ils n'ont pas fait un effort de compréhension. C'est tellement simple. Donc, j'ai fait ce débat à des niveaux donnés et tous ceux qui ont, à des moments donnés, ils ont fini par comprendre que oui, c'était si évident. Donc, le citoyen, a priori, la Cour ne peut pas interpréter un article de la loi pour un citoyen. La Cour fait du contrôle de constitutionnalité. Après, le contrôle de conformité, c'est par rapport à ce qu'elle a déjà dit elle-même. Si elle avait déjà dit, voici, elle ne crée pas normalement de nouveaux problèmes. Mais elle regarde si vous avez été conforme à ce qu'elle a dit. Ensuite, s'il y a question des droits de l'homme, oui, la Cour se donne tous les droits, évidemment, en la matière. Le problème est que la Cour peut profiter d'un contrôle de constitutionnalité ou d'une récrimination faite à la loi en question pour régler la question de l'interprétation. Il est déjà arrivé que sur une saisine donnée portant sur autre chose, la Cour profite pour régler un problème en instance. Donc, la Cour aussi est juge, elle arbitre du jeu politique. Il faudrait que les citoyens le comprennent et que, j'ai écouté tout à l'heure de Laure Faton qui tenait certaines choses à la Cour. Si, en tant que juge garant du fonctionnement régulier par des gestions de la République, la Cour est arbitre du jeu politique. Et comme elle est arbitre du jeu politique, il lui en arrive donc d'orienter les débats en disant oui, il faut. C'est comme ça qu'en 2011, la Cour a autorisé le Parlement à siéger sans secrétaire parlementaire quand elle s'est rendu compte que les députés bloquaient les débats parlementaires pour empêcher la désignation des membres des démembrements de COSLEPI. La Cour a autorisé le Parlement à statuer valablement si les secrétaires parlementaires vidaient les lieux, et c'est ce qui a été fait. Donc, il y a beaucoup de cas où la Cour statue, où la Cour fait injonction au Conseil économique et social en 2011, en 2004, et je me rappelle encore en 2009 ou en 2014, une ou deux fois, de désigner leur bureau, sinon, si les gens vident les lieux, que ceux qui sont là le fassent des chefs, et ainsi de suite. La Cour fait injonction au bureau de l'Assemblée nationale, à la doyenne d'âge, d'organiser les élections du bureau, sinon elle sera destituée. Il y a eu des... Je pense qu'il y a... Donc ça, c'est pas le contrôle de constitutionnalité, c'est dans le fonctionnement régulier donc des gestions de la République. Donc, au nom, pour la stabilité de l'État, pour que le jeu ne soit pas bloqué par des comportements jusqu'au boutiste de certains citoyens, la Constitution a donné à la Cour constitutionnelle ce rôle d'arbitre central du jeu politique. Alors donc, si vous reniez l'arbitre, vous ne jouez plus. La question est simple. Les citoyens qui se laissent manipuler sur les réseaux sociaux, qui attaquent. Donc ça va que de deux choses l'une, j'entends on ira aux élections quoi qu'il en coûte. Oui, il faut se mettre à jour. J'ai entendu, on nous a créé on a dit les gens ont sorti des récriminations. Mais si les gens ont sorti des récriminations, pourquoi vous les corrigez alors? Donc, les citoyens qui se laissent manipuler, je pense qu'ils ont intérêt plutôt à rentrer dans les rangs, à lire les textes de la République et à comprendre que force doit rester à la loi. Force doit rester à la loi. Parce que si force ne reste pas à la loi, les lois s'appliqueront d'autorité aux citoyens. On est dans une état que tout le monde veut des droits, mais normalement, force doit rester à la loi. Donc, ceux qui attaquent la Cour constitutionnelle, ils sont libres de commenter les décisions de la Cour constitutionnelle. Ils sont libres d'attaquer la Cour. Je pense que c'est leur liberté, comme ils veulent. Mais après,
Autant vous attaquez quelqu'un, autant la personne qui se donne les limites d'exercer ses prérogatives. Et nous sommes dans un état de droit. Si vous attaquez, vous allez avoir des retours d'attaque. Donc, ceux qui pensent qu'il s'agit de menacer, de crier, non, on a déjà vu ça en 2000, on a vu ça en 2011. Est-ce qu'on n'est pas dans une constance en ce qui concerne les forces politiques de l'opposition depuis des années? C'est exactement ce que je voulais dire. On a déjà vu ça en 2011, où il était clair qu'on n'irait pas aux élections avec la LEPI. On a été aux élections avec la LEPI. On a vu en 2011, quand il y a eu le chaos de Yahi, les gens ont fait du bruit, c'est passé. Parce que c'est nos institutions. Si elles sont mauvaises, changeons-les. Mais on ne doit pas changer l'homme. L'homme ne peut que changer. Donc, est-ce que nous avons fait l'option de la démocratie libérale? Si on l'a faite, il n'y a pas de raison qu'on se lamente sur les réseaux sociaux, qu'on injurie, qu'on livre certains à la vindicte populaire. Non. Si on a choisi la démocratie libérale, c'est que nous devons alors nous plier aux règles. Vous ne pouvez pas, j'ai regardé, je le prends. Si j'ai même la main de Maradona, date de 86, ça fait déjà pratiquement 29 ans, oui. Non, plus de 30 ans, 33 ans. La main de Maradona, 86, ça fait plus de 33 ans. Ah oui, donc beaucoup ont pu oublier. Mais la main de Thierry Henry, par exemple, beaucoup n'ont peut-être pas oublié. En 2009, la main de Thierry Henry, novembre 2009, barrage, Coupe du Monde. Mais parce que, grâce à cette main, moi c'est Witton qui a pu marquer le but, grâce à cette main, un but a été marqué. La main a recadré une balle qui sortait et l'a mise en position pour l'attaquant qui a marqué le but. L'arbitre a validé. La main a peut-être existé, mais dans l'histoire, il ne restera que le score. C'est comme ça. Est-ce que l'équipe de l'Irlande du Sud, l'équipe de l'air, a quitté le terrain parce qu'elle aurait été flouée? Si elle a quitté le terrain, elle serait sanctionnée par les instances internationales, notamment la FIFA, qui était responsable de ce match-là. Donc, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas, à partir du moment où le match est en cours, vous ne pouvez pas transformer les règles. Mais il y a les moments où on opine sur les textes, sur la loi. C'est lors des assemblées générales. Ici, chez nous, pour revenir à la politique, c'est lors des débats sur les fautes des lois que ces débats se font. Mais en démocratie libérale, c'est le jeu de la majorité. Je suis désolé. Quoi qu'on appelle mécanique ou cacanique, la majorité, c'est le jeu de la majorité en démocratie libérale. Est-ce qu'on a accepté la majorité? C'est un jeu. Chacun se bat pour avoir sa majorité. C'est de bonne guerre. C'est un rapport de force politique. C'est des jeux de rapport de force politique. Alors, quand une majorité se prononce et vote une loi, celui qui n'accepte pas la loi n'est pas démocrate. C'est un anarchiste, tout simplement. Celui qui parle de majorité, c'est des anarchistes parce qu'ils rejettent l'autorité de la loi, ils rejettent l'autorité des institutions, des gouvernements en place, et ils pensent que c'est eux qui peuvent édicter. Chacun maintenant se donne le droit de dire qui il reconnaît comme autorité, quelle loi il veut appliquer, quelle loi il va suivre. Ça, c'est un désordre. C'est un désordre. Très bien. Aujourd'hui, nous avons 5 partis politiques qui ont ce précieux sésame, le récépissé de conformité. Mais la question que j'avais posée et que je voudrais bien vous poser, quand on en arriverait peut-être à une élection législative, aux législatives du 28 avril prochain, quand on en arrive à des partis relevant de la majorité présidentielle et qu'on n'a pas les forces politiques phares de l'opposition, est-ce que cela ne manquerait pas, il n'y aura pas une certaine insuffisance à notre démocratie? Alors, votre question ramène à dire ceci. D'abord, j'ai entendu Laurent de Faton qui a dit que personne ne dépose ses dossiers en disant qu'il est de l'opposition ou qu'il est de la majorité. Ça, c'est vrai. C'est peut-être la chose la plus... Non, je n'ai pas envie d'aller, sinon ça va être un jugement. Je voulais dire quelque chose. Donc, il a dit, je suis d'accord avec lui. Donc, le travail du ministère de l'Intérieur est un travail technique, ce n'est pas un travail politique. Alors donc, évacuons d'abord ça. Ouais. Parce que dans votre question, ça sous-entend pourquoi, enfin, qu'il faut coûte que coûte, qui est les forces de l'opposition. Mais, qui est les forces de l'opposition, que vous avez même l'opposition quoi? Vous avez dit la force politique phare. Alors, force politique phare. Donc, il y a des vous savez que nous connaissons quand même, nous connaissons la force de frappe de chacun. Oui, mais le problème est où? On vous dit, mettez-vous à jour. Mais les règles sont connues, la charte des partis est votée. Les forces politiques phares là sont au Parlement.
le code électoral est voté. Les forces phares sont au Parlement. Beaucoup ont participé au débat. Même s'ils sont de la minorité qui n'a pas pu imposer sa loi, ce qui est normal, ils sont minorité de la minorité. Donc, en dehors des moments de qualification suprême où des minorités font entendre leur voix comme l'histoire de la Constitution, une minorité demeure une minorité. Et c'est dans la démocratie libérale que c'est comme ça. C'est partout dans le monde entier. Donc, quand vous avez participé à ça, vous prenez, qui voyage loin ménage sa monture. Mais si vous ne vous mettez pas à jour, c'est la faute à qui? Donc vous dites qu'il faut, vous dites maintenant là qu'il faut aller pêcher ou aller à la quête, courir après des forces de l'opposition phare pour venir participer aux législatives. Mais c'est dangereux. Alors finalement, les législatives maintenant c'est une affaire de l'opposition phare et de la majorité faible ou de la majorité lumière ou claire. Non. L'élection, c'est ceux qui sont prêts. Le code électoral est clair là-dessus. Il est connu depuis mars, voté depuis septembre, oui. En vigueur depuis octobre. Normalement, nous savons tous que ce code va nous être appliqué pour aller aux législatives. Quand j'entends le FCBE dire qu'ils ont fait leur congrès en février 2018 et que par rapport à l'ancien code, mais il n'y a pas d'ancien code, il n'y a pas de nouveau charte. Il n'y a pas d'ancienne charte, il n'y a pas de nouvelle charte. La charte, c'est la charte. Quelle est la charte en vigueur? Mais vous ne pouvez pas aller aux élections de avril 2019 avec une charte qui n'est plus en vigueur depuis septembre 2018. Mais c'est quand même un béaba. Est-ce qu'il manque tant de juristes en leur sein pour qu'on le leur dise? Vous ne pouvez pas aller aux élections d'avril 2019 avec une charte des partis qui a été changée régulièrement en septembre 2018. Ça devrait être connu. Mais si c'est connu, est-ce que vous avez bien lu les articles de la charte concernant les partis existants? Est-ce que vous avez fait ce que vous devez faire? Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. J'ai vu qu'ils ont fait un congrès. Comment ils ont fait un congrès? Mais c'est le problème que le FCBE s'enfonce continuellement. Mais en faisant un congrès. Vous voulez parler du congrès du vendredi dernier? Le congrès du vendredi dernier. C'est qui les participants au congrès? Le congrès était convoqué depuis quand? Que disent les textes? C'est de façon exceptionnelle. Parce oui, les participants viennent d'où? Ils ont pris l'avion. Donc, ou bien les membres fondateurs du parti sont à Cotonou. Il y a des choses horribles. Est-ce que les membres du parti FCBE sont uniquement à Cotonou, Calavi, Porto-Novo, à Ouida, à Bomé, pour qu'ils subitement décident la veille et que tout le monde soit là déjà et qu'on ait les documents préparatoires? Que disent les textes en matière de congrès? Extraordinaire. On a vu quelqu'un, on a dit premier secrétaire. On connaissait un premier secrétaire. Donc, il se crée qu'il y a une pagaille totale auquel se livrent nos formations politiques. Il faut quand même souscrire aux exigences du ministère de l'Intérieur. Il y a une pagaille. Je pense qu'il faut qu'on définisse, qu'on dissocie deux choses. Oui. Qu'on dissocie l'existence légale d'un parti, qui est un processus normal, qui finit normalement par rapport à la mise en conformité des partis existants, c'est en mars. Mais quand vous décidez d'aller aux élections, être légal n'est pas... C'est-à-dire que la charte des partis n'est pas une charte pour les élections. C'est pour l'existence des partis. Et le rôle des partis, c'est conquérir et exercer le pouvoir d'État. Des partis peuvent dire, je ne veux pas aller aux élections législatives. Un parti qui ne veut pas aller aux législatives n'est pas concerné par ce dont nous parlons aujourd'hui. Un parti qui ne veut pas aller aux élections législatives, encore donc, les FCBE auraient pu prendre leur option. Mais en voulant coûte que coûte aller aux législatives, ils auraient dû se mettre à jour dans le cadre de disposition de l'article de la loi de la charte de septembre 2018. Mais ils ne l'ont pas fait. Maintenant, ils courent après, et après, ils crient que c'est l'autre qui est. Mais moi, pourquoi ils déposent un dossier où les membres fondateurs ou leurs mandats n'ont pas signé? C'est pas signé. Et même j'ai entendu celui qui fait office de leur nouveau responsable dire que nous avons corrigé ce qu'on nous a dit de corriger. Ça veut dire qu'il y a des choses il y avait des choses à corriger. Et j'ai entendu que les gens ont inventé des trucs. Donc il y avait des choses à corriger. Maintenant, ils sont allés à un congrès. Je trouve que ça, c'est... Moi, je ne sais pas, hein, mais que disent les textes de FCBE? Un congrès peut être convoqué en 48 heures. En 24 heures. C'est une question d'urgence. En 24 heures. Donc, que disent les textes? Moi, je me pose la question. Je ne suis pas ministre de l'Intérieur, donc je ne suis pas celui qui étudiera le dossier, je ne suis pas la Cour conseillère, je ne suis pas la Sénat. Donc, moi, je me donne ma liberté. Donc, mais que disent les textes de FCBE?
Un parti ne réunit pas un congrès extraordinaire en 24 heures. Mais, quand vous dites que les gens, peut-être que c'est dans leur côté. Seulement, ces tests-là sont ministères de l'Intérieur. Et si des vices sont connus, on dit que le ministre de l'Intérieur n'a pas l'autorisation, n'a pas le droit. Il suffit de déclarer au journal officiel. Non, c'est trop facile. Il y a la force publique, il y a quand même l'État existe. Dans le dossier ICC, on a fait beaucoup, on fait procès à l'État. J'en fais pas, je suis parti. On fait partie. Qu'on a laissé les structures se créer, qu'on n'a pas fait un minimum de contrôle. Mais on ne peut pas dire ça. Et aujourd'hui, dire qu'il faut laisser les partis, il faut contrôler. Et c'est dans ce contrôle qu'on a vu que des gens avaient des mineurs. 6 ans, 8 ans, 9 ans. Et il faut laisser un parti qui a fait ça. Mais les gens savent que la charte a changé. C'est la faute à qui s'il ne faut pas aux élections? Dites-moi. C'est la faute à qui s'il ne se met pas? Si des gens décident de se mettre dans une posture de victime, créer une situation de tension et tenter de mettre du désordre dans le pays, c'est la faute à qui? Il faut fermer les yeux. J'ai entendu les gens vous dire, oui, on ne peut pas aller aux élections sans l'opposition. Ah, il faut demander au gouvernement, on n'a jamais vu. Mais qu'est-ce que le gouvernement va faire? Le gouvernement, il a inventé des listes de l'opposition. J'ai même entendu de leur façon de dire que les forces connues pour un Bénin, ou pour le développement du Bénin, comment ils l'appellent? Oui, FCDB. Qu'ils ne sont pas de l'opposition. Donc, du coup, c'est eux qui choisissent qui est de l'opposition, qui n'est pas de l'opposition. J'entends tellement de choses. Il faut que le citoyen lambda se calme. S'il ne se calme pas, il va se laisser emballer dans des choses qui ne feront du mal, qui ne feront du bien à personne. Et force-toi à rester à la loi, comme l'a dit Biaïbni. Force-toi à rester à la loi. Moi, je pense. Donc, il ne s'appartient pas à un parti de dire les conditions de sa déclaration. La loi existe. Force-toi à rester à la loi. Je pense que les FCBE ont commis une succession d'erreurs, de fautes. Ce n'est pas des erreurs, c'est des fautes. Parce que lorsqu'on assume son erreur avec très peu d'élégance, je ne veux pas dire avec beaucoup d'arrogance, là, on n'est plus dans l'erreur. On est dans la faute. Puis on défend la faute. On pense que c'est ça qui est la règle. C'est grave. Donc, où sommes-nous en la matière? Qu'il y ait élection, le législateur a prouvé sa bonne foi en disant que sur ces 4 partis, aucun parti ne peut faire monopole. Mais s'il y en a qui ne sont pas qualifiés, on ne peut pas les forcer à y aller. Donc, l'un dans l'autre, c'est au parti qu'il appartient d'être responsable. On a évolué dans un environnement de pagaille, de tricherie, de supercherie, de menaces, que beaucoup pensent que nous devons continuer. En tout cas, je pense qu'il faut qu'on arrête. Les forces de l'opposition ne sont pas d'accord de ce que qu'elles ne disposent pas, qu'elles ne puissent pas disposer de ce certificat, de ce récépissé. Véritablement, elles marchent demain. Oui, ça c'est l'organisation. Je n'ai rien à opiner sur ça. La marche fait partie aussi des manifestations de liberté. C'est une forme de protestation à ce qui se fait. C'est libre à eux, si c'est ça qu'ils ont choisi. Pourquoi? C'est leur option. Moi, je retiens clairement que dans la loi, il est prévu d'avoir de recours. Et quand j'entends les gens dire non, au lieu de menacer, on peut aller aux voies de recours. Donc, si la marche est le moyen d'aboutir aux faits, bon, ils sont libres. Et cet appel, ou du moins cet écho favorable qu'a reçu cette lettre soumise par les forces de l'opposition, le chef de l'État, il a annoncé du moins une rencontre entre le chef de l'État et les opposants. Croyez-vous, quand on se réfère à tout ce qui se dit par un certain nombre de responsables de formation politique, croyez-vous que cela pourrait recevoir l'assentiment des opposants? Je ne sais pas, je ne suis pas dans les forces de l'opposition, mais moi, tout ça fait partie du jeu politique. Là, moi, parfois, ça fait partie du jeu politique. L'opposition se met dans une certaine posture, mais elle ne veut pas l'assumer. Je pense que le chef d'État est en train de montrer sa bonne foi pour les écouter et peut-être leur dire cette vérité. J'espère, connaissant le président Talon, j'espère vraiment. Pour ne pas dire je souhaiterais qu'il leur dise quelques vérités.
Mais pour eux, c'est la date qui pose mais problème. il est... Parce qu'ils disent à la veille donc, de la fin le du président est dépôt. reconnu comme un homme droit dans ses bottes quand il est convaincu que la voie suivie est la voie normale. Et j'ose croire qu'il ne quittera pas ses bottes demain quand il les aurait rencontrés pour leur dire justement que force doit rester à la loi. Si force ne reste pas à la loi, à quel moment force doit rester à la loi? Quel moment? Je me rappelle quand nous devions installer la troisième mandature de la haute autorité de la communication en juillet 2004. Le président Kérékou, dans son discours, a dressé un certain nombre de récriminations contre la HAC de l'époque. La HAC dirigée par le président Dalin Timothée. En disant que les dérives des médias, au lieu qu'on les sanctionne, c'est des mises en demeure sans suite que l'organe de régulation donnait. Et nous engageait, la troisième mandature, de faire en sorte qu'on mette fin à ça. Ça veut dire quoi? On ne peut pas passer tout le temps à sensibiliser, à mettre la balle à terre, à faire preuve de... Oui, c'est l'opposition, non, la paix, le pays. C'est à être irresponsable. Et c'est ça. La pauvre acte de 1999-2004 n'avait pas les moyens de sa politique. Il n'y avait pas les lois appropriées. Nous avons dû regarder dans les textes et procéder par décision pour régler certaines questions. Je fais cette digression pour vous dire que autant certains veulent qu'on veille dans le laxisme, autant il y en a qui veulent qu'on applique les textes. Et une communauté dans laquelle les textes ne sont pas respectés n'est plus une communauté, ça devient une individualité. Parce que chacun fait prévaloir son texte. Le contrat social ne se crée que si toutes les parties au contrat sont d'avis et participent à la mise en œuvre rigoureuse des conditions des accords du contrat de communauté. Et dans le cas d'espèce, ce n'est pas en défiant la loi, ce n'est pas en se mettant hors de cette loi, donc en la défiant, qu'on doit avoir gain de cause. C'est en le respectant, en la respectant. Donc pour moi, la science avec le chef d'État doit être de vérité pour que, une fois pour toutes, on finisse avec ces types de scénarisation préélectorale où des bruits de gorge font dans tous les sens. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, injures, menaces, tout, mensonges, reniements, tout passe pour affaiblir l'État et livrer certains à la vedette populaire. Et si l'opposition n'y allait pas? N'y allait pas où? À cette rencontre. Est-ce Ce serait pour voir quand même. Est-ce que c'est un préalable aux élections? Le chef de l'État incarne une institution. Dites-moi si c'est un préalable aux élections. Qu'on réponde, qu'on aille à une réunion avec le chef de l'État, est-ce que c'est un préalable aux élections? C'est non. Ce serait manquer à l'appel du chef. Et chez nous, l'adage dit, on ne refuse jamais l'appel du chef. On peut refuser ce qui est après, ce qui vient après. Lorsque l'autorité vous appelle, vous y allez. Le chef d'État est élu. Il a un mandat. Il peut, partout dans les grandes démocraties, le chef d'État consulte quand il y a crise les parties prenantes. Donc, refuser d'y aller, cela fait preuve encore d'un égocentrisme déroutant. Encore. Donc, je n'ose pas croire qu'il refuserait d'y aller. Mais au cas où il n'irait pas, bon, le policier ne devrait pas s'arrêter. Ce qui est sûr, comme tous les clans du plateau l'ont dit tout à l'heure lors du débat du dimanche, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura élection législative le 28 avril prochain. Et à ces élections législatives participeront pas les partis qui menacent, pas des partis qui se mettent hors la loi, mais des partis régulièrement reconnus qui ont satisfait aux conditions légales, qui ont reçu leur récépissé, et donc les candidats, c'est ceux qui auraient payé leur quitte, qui auraient détenu leur quitus fiscal. Nous rentrons en fin de plein dans un état normal, progressivement, mais patiemment, je pense, mais sûrement.
nous rentrons dans un état normal où des choses normales commencent par s'imposer à tous. C'est heureux. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on descende encore. Je pense qu'on a commencé une ascendance avec le président Talon. Au niveau du syndicalisme, cette question est réglée. La pagaille qui était dans le secteur. Au niveau politique aujourd'hui, on ne commence pas à régler ça. Avec la charte des partis, avec le code électoral, je pense que ces législatives sont le premier témoin. C'est le premier essai de la mise en œuvre de ces documents. Et franchement, la caravane doit passer. Ce n'est pas la grosse attraction au niveau de la Sénat. Nous sommes à 48 heures de la fin du dépôt. On attend encore. Ce n'est pas une élection de masse. C'est une élection législative oui, c'est vrai. où il n'y a que 5 partis politiques oui, qui sont qualifiés à l'instant pour y déposer. Vous allez voir entre... On pourrait quand même avoir un dépôt d'abord, mais aujourd'hui, c'est le 24. Donc, ça reste 48 heures. Il faut faire un tour le soir. Et, en tout cas, ces 48 heures vont être les plus animées à la Sénat. Puis, de toute façon, il faudrait bien que... Bon, c'est vrai qu'on est habitué à des élections de 32 listes. Ça nous manquerait. Hein? Donc, voilà, quoi. Je pense que non, les temps changent. Je le dis, je le répète pour que ça reste tellement dans nos chambres, dans nos têtes. Les temps changent. Les temps changent beaucoup dans ce pays. Le pays, là, change. Il faut que tout le monde se réveille et se rende compte que ça change. Et il faut qu'on se mette au pas. Sinon, on sera dépassé au moment où la caravane va s'ébranler vers le chemin du développement durable. Je pense que c'est ce qui... J'ai écouté des jeunes là tout à l'heure, j'étais heureux. J'étais heureux parce que je me rends compte que, comme dans la grisaille qu'on observe, il y en a quand même qui en ont. Il y en a qui en ont à revendre. J'étais bien, j'étais considéré de les écouter. Je pense qu'il y a de la valeur. Et quand vous dites qu'on va aller aux élections sans opposition, je continue de dire FCDB n'est pas opposition. N'est pas de la majorité présidentielle. Donc on ne peut pas me dire que c'est une élection sans opposition. Maintenant, FCDB peut décider d'être de la majorité demain. Tout comme le bloc républicain peut décider d'être de l'opposition. Comme l'a dit quelqu'un, c'est selon l'évolution des choses. Et selon le jeu d'un parti, c'est la conquête et l'exercice du pouvoir d'État. Donc si quelqu'un ne se retrouve pas à un moment donné proche du pouvoir, ils vont aller à la conquête, ils vont l'affronter. C'est cela. Mais il faut faire ça légalement. Il faut faire ça avec gentleman. Hein, un gentleman. Il faut le faire un homme de valeur, un homme d'honneur. On ne le sent pas toujours. On a l'impression qu'on veut... les populations sont mises à rude épreuve parce que leur morale, parce qu'on les noie, on met n'importe quoi sur les réseaux sociaux. On fait croire n'importe quoi à n'importe qui. Et tout le monde devient spécialiste de l'interprétation des textes, juriste, analyste politique. Et finalement, bon, quand vous passez tout le monde passe son temps à faire la même chose, finalement, qui va vous écouter? Voilà. Très bien. Merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Maforican. Et donc, merci pour ces moments d'échange aussi. Je rappelle, vous êtes expert en gouvernance, consultant en médias et communication, expert électoral, puisque vous êtes diplômé également de la chaire UNESCO. Consultant politique à ETélé, merci, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis également. Et donc, c'est la fin de ce numéro de votre émission Le Décryptage. Merci de nous rester toujours fidèles.